Depuis la fin de la guerre froide, le monde semblait s'orienter vers une ère de relative stabilité militaire, marquée par la réduction des arsenaux et une coopération accrue entre les grandes puissances. Pourtant, ces dernières années, une tendance inquiétante se dessine. De l'Europe à l'Asie, en passant par le Moyen-Orient, les budgets militaires explosent, les doctrines évoluent et les puissances réinvestissent massivement dans l'armement conventionnel et stratégique. Mais comment expliquer cette tendance ? Comment s'illustre-t-elle sur les différents continents ? Et quelles en sont les conséquences ? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti ! Du côté de l'Union européenne, l'année 2022 a été marquée par un contexte géopolitique tendu. Avec la guerre en Ukraine, les tensions en mer de Chine méridionale et les menaces croissantes liées au terrorisme, aux cyberattaques et aux ingérences étrangères. Ainsi, en mars 2022, la boussole stratégique, un document proposé par l'Union européenne, est adopté. Celui-ci définit les grandes orientations stratégiques en matière de sécurité et de défense pour les années à venir. Son objectif principal est de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe face aux menaces sécuritaires croissantes. Au même moment, du côté de l'Allemagne, le pays décide de se réarmer et souhaite devenir la force armée la mieux équipée d'Europe. Parmi les priorités se trouve l'acquisition de nouveaux hélicoptères de transport lourd Chinook, ainsi que l'achat de 35 avions de chasse F-35, mais aussi l'acquisition de frégates F-126. Une partie sert également à la rénovation des équipements militaires, particulièrement des chars et des véhicules blindés de transport de troupes, ainsi que l'acquisition de technologies de communication de pointe, incluant des équipements résistants aux cyberattaques. De plus, une nouvelle force allemande dédiée au cyberespace et à l'information, le CIR, va voir le jour. Cette dernière sera spécialisée dans la cyberguerre, la protection électronique et le renseignement. Le gouvernement réfléchit également à réintroduire le service militaire. Cependant, la modernisation de l'armée allemande se heurte à des défis logistiques, comme le vieillissement de certaines infrastructures et la lenteur des processus de modernisation. Par exemple, en avril 2024, un rapport de l'Institut de Kiel, un institut allemand de recherche économique indépendant, met en avant les difficultés de l'Allemagne à se réarmer et à maintenir les objectifs de l'OTAN. Le rapport fait également état de la chute des stocks entre 1992 et 2021. Lors de cette période, le nombre de chars de l'armée allemande est passé de 6684 à 339. Durant la même période, les obusiers sont passés de 3214 à 121 et les avions de combat de 553 à 226. Les soldats se sont aussi parfois retrouvés confrontés à un déficit d'équipements essentiels, tels que des casques et des gilets pare-balles, mais aussi à une rupture de stock de pansements pour les trousses de premiers secours. De plus, l'armée a souffert d'une pénurie d'hélicoptères, mettant en danger non seulement les opérations militaires, mais également les capacités d'intervention en cas d'urgence. Toujours selon le rapport, en 30 ans, Berlin aurait ainsi réussi à économiser environ 500 milliards d'euros au détriment de ses dépenses militaires, considérées comme largement insuffisantes pour répondre aux nouveaux défis stratégiques posés par la Russie. Ainsi, si le pays tient la cadence de 2024, il lui faudra 15 ans pour rétablir les capacités de 2004 pour les avions de combat, 40 ans pour les chars et 100 ans pour les obusiers, alors que Moscou serait désormais en mesure de produire en 6 mois autant d'armes que l'ensemble des forces armées allemandes en service. Sur le continent européen, l'année 2022 a aussi changé les choses en Suède, en Finlande et dans les pays baltes, à savoir la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Du côté de la Suède, il faut savoir que pendant longtemps, une majorité de Suédois s'est opposée à rejoindre l'OTAN. Mais les choses ont changé avec l'invasion de l'Ukraine en février 2022, qui a marqué un tournant spectaculaire dans les partis et l'opinion. Ainsi, en mai de la même année, une grande majorité du Parlement a voté en faveur d'une demande d'adhésion à l'OTAN. À la RTBF, Estelle Ourix, spécialiste de l'histoire de l'OTAN et de la relation euro-atlantique, explique « On a déjà vu un changement après l'invasion de la Crimée en 2014. En 2017, le service militaire a été rétabli. Puis le budget de la défense a commencé à augmenter progressivement.
En effet, le budget militaire suédois a atteint 8,8 milliards de dollars en 2023, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, contre 6,5 milliards en 2020. D'ailleurs, selon le ministère de la Défense, le gouvernement estime les augmentations du budget en 2025 et 2026 à respectivement 110 millions et 680 millions de dollars. L'objectif est de finir par atteindre le seuil des 2% du PIB consacré à la défense, comme demandé par l'OTAN, alors que le budget de 2023 correspond à 1,48% du PIB de 2022. Et oui, car après plus de 2 siècles de politique de neutralité, la Suède a finalement rejoint l'OTAN le 7 mars 2024, peu après la Finlande, pays voisin. Près de 2 ans après avoir déposé sa candidature à l'adhésion à l'alliance militaire, la Suède est donc officiellement devenue le 32e membre de l'OTAN. Et cette collaboration est un vrai plus pour l'OTAN. Au magazine Géo, avant l'adhésion du pays, Léo Michel, chercheur associé au centre de réflexion américain Atlantic Council, expliquait, en parlant de la Suède et de la Finlande, « Si ces 2 pays adhèrent, cela renforcerait la posture dissuasive de l'OTAN dans les régions arctiques, baltiques et nordiques. » Il ajoute que « La Finlande et la Suède apporteraient leur expertise régionale sur la Russie au processus décisionnel de l'OTAN. De plus, Helsinki comme Stockholm ont d'importantes capacités militaires. La Finlande est dotée de 12 000 soldats professionnels. Mais elle a également plus de 20 000 conscrits par an et peut compter sur une armée en temps de guerre de 280 000 soldats aptes au combat et plus de 600 000 autres réservistes. Il faut savoir que c'est une force exceptionnelle pour une nation européenne. De plus, le pays compte une flotte de 55 avions de combat F-18 qu'elle compte remplacer par des F-35 américains, mais elle a aussi 200 chars et plus de 700 pièces d'artillerie. L'armée suédoise, elle, compte 50 000 soldats. De plus, le service militaire obligatoire, supprimé en 2010, a été réintroduit en partie en 2017. Ainsi, en cas de guerre avec la Russie, il y a la Finlande, voisin de la Suède, qui partage une frontière de plus de 1300 km avec la Russie. La Suède pourrait alors se positionner comme pays de transit pour les troupes de l'OTAN. Les pays baltes comptent également grandement sur l'Europe et l'OTAN en cas de conflit avec la Russie. Ce qui les inquiète surtout, c'est l'enclave de Kaliningrad, qui est devenue un bastion militaire stratégique. Au centre de l'Europe, elle est lourdement armée et est au cœur de tous les scénarios d'escalade des états-majors européens. Celui qui inquiète le plus est le cas d'une attaque conjointe de Biélorussie et de la Russie via Kaliningrad sur le corridor de Suwałki, une bande de terre de 65 km qui sépare la Pologne de la Lituanie. Cette opération aurait comme objectif de couper les pays baltes du reste de l'Alliance. Il ne faut pas oublier que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont une importance géographique stratégique. Ils sont situés entre la Russie et l'Europe et leur contrôle permettrait à la Russie de renforcer sa position en Europe de l'Est et de sécuriser ses frontières occidentales. De plus, politiquement, la Russie pourrait utiliser l'invasion des pays baltes pour renforcer le soutien national à l'intérieur du pays. En présentant l'invasion comme une défense contre l'expansion de l'OTAN, le gouvernement russe pourrait rallier la population autour d'un sentiment de patriotisme et de protection de la patrie. Une invasion pourrait également servir à détourner l'attention des problèmes économiques et sociaux internes, en créant un ennemi à l'extérieur. Enfin, la Russie pourrait être motivée par des considérations économiques. Les pays baltes possèdent des infrastructures énergétiques et de transport importantes, telles que des ports et des pipelines, qui pourraient être exploités par la Russie pour renforcer son économie et sa position énergétique en Europe. Il faut savoir que les pays baltes prennent très au sérieux la menace d'une potentielle invasion russe et ont mis en place plusieurs mesures pour se préparer à cette éventualité. Ils ont considérablement augmenté leurs dépenses de défense et modernisé leurs forces armées. Ils ont acquis de nouveaux équipements militaires tels que des véhicules blindés, des systèmes de défense aérienne et des armes anti-chars. De plus, ils ont renforcé leur capacité de cyberdéfense pour se protéger contre les attaques informatiques. Comme vu précédemment, ils sont membres de l'OTAN et bénéficient du soutien de l'Alliance. De plus, des troupes alliées, y compris des soldats américains, britanniques et allemands, sont déployés dans la région
dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN. Ainsi, des exercices militaires conjoints sont régulièrement organisés pour préparer les forces armées. Les pays baltes ont également investi dans la construction et la modernisation d'infrastructures de défense telles que des bases militaires, des dépôts de munitions et des centres de commandement. Ils ont également renforcé leur capacité de surveillance et de renseignement pour détecter et prévenir les menaces potentielles. Cependant, l'année 2025 montre que compter sur l'OTAN pour se défendre contre la menace russe ne semble plus suffisant. Déjà avant sa réélection, alors qu'il est en campagne, Trump a exprimé des critiques sévères à l'égard de l'OTAN, notamment en remettant en question l'engagement des États-Unis à défendre les alliés de l'organisation en cas d'attaque. Il a également insisté pour que les membres augmentent leurs dépenses militaires, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les alliés européens. En effet, Trump a critiqué l'OTAN pour ce qu'il considère comme une répartition inéquitable des charges, affirmant que les États-Unis supportent une part disproportionnée des coûts de défense de l'Alliance. Il a même évoqué la possibilité de retirer les États-Unis de l'OTAN si les autres membres ne contribuaient pas davantage. À nouveau, au début du mois de mars 2025, Donald Trump a exprimé des doutes sur l'engagement des membres de l'OTAN envers la défense collective, en particulier sur leur volonté de venir en aide aux États-Unis en cas d'attaque. Il a également déclaré que les États-Unis pourraient ne pas respecter leurs obligations envers les alliés de l'OTAN qui, selon lui, ne contribuent pas suffisamment à leur budget de défense. Trump a demandé que les membres de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires à au moins 5% de leur PIB, un seuil bien supérieur à celui actuellement en vigueur. En réponse, plusieurs pays européens, dont la France, ont alors décidé d'augmenter considérablement leur budget de défense. Par exemple, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a annoncé que la France allait porter son budget de défense à 90 milliards d'euros par an. De plus, de nombreux pays de l'Union européenne et de l'OTAN, comme la France et le Royaume-Uni, ont déjà commencé à réfléchir à une coalition de pays pour offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un grand plan devant aider les États membres à investir massivement dans leur défense. Ainsi, l'Union européenne a dévoilé un plan de 800 milliards d'euros, dont 150 milliards sous forme de prêts pour renforcer la sécurité du continent. En effet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont donné un premier feu vert au grand plan nommé Réarmer l'Europe. Tournons-nous maintenant vers les États-Unis. Le réarmement mondial se voit aussi par l'aide militaire américaine et la vente d'armes. Par exemple, en 2023, les ventes d'équipements militaires américains à l'étranger ont connu une hausse fulgurante, atteignant 80,9 milliards de dollars, un bond de près de 60% par rapport aux 51,9 milliards engrangés l'année précédente. Comme vu précédemment, cette envolée s'explique en grande partie par le conflit en Ukraine, qui a poussé de nombreux pays à se réarmer. Même si début mars 2025, Washington a mis en pause l'aide à l'Ukraine, en avril 2024, un plan est approuvé avec comme objectif de renforcer les capacités de défense ukrainiennes face à l'invasion russe. Cette décision marque un tournant majeur dans le conflit, témoignant de la détermination américaine à soutenir Kiev sur le long terme, à travers un volet d'assistance militaire sans précédent. Ainsi, 61 milliards de dollars ont été débloqués pour fournir à l'Ukraine un éventail complet d'équipements de pointe, allant des systèmes de défense antiaérienne aux munitions de précision, en passant par les véhicules blindés. Chars, systèmes de défense antiaérienne, munitions de précision, drones de combat. Rien n'a été laissé de côté pour combler les lacunes capacitaires de l'armée ukrainienne et lui donner les moyens de faire face à l'offensive russe. On peut aussi parler de l'aide américaine à Israël. Ainsi, depuis le 7 octobre, plus de 3 milliards de dollars d'équipements militaires ont été envoyés à l'État hébreu, notamment des missiles de croisière, des munitions de précision et des systèmes de défense antiaérienne. Plus récemment, le 8 janvier 2025, les États-Unis signent un contrat de vente d'armes à 8 milliards de dollars avec Israël. Puis, le 7 février, Washington annonce une nouvelle vente d'armes à l'État hébreu pour plus de 7 milliards de dollars. Ce dernier contrat d'armement
comprend la vente de bombes, de kits de guidage et de fusées pour un montant de 6,75 milliards de dollars, ainsi que de missiles Hellfire pour 660 millions de dollars. Ensuite, le 1er mars, Washington approuve la vente à Israël de munitions et de bulldozers pour 3 milliards de dollars. En parlant d'Israël, regardons ce qui se passe dans d'autres pays du Moyen-Orient. En Turquie, le pays se réarme et s'impose sur la scène internationale à travers les drones, alors que ces engins prennent de plus en plus d'importance dans les conflits du monde entier. Il ne faut pas oublier que la Turquie fait partie de l'OTAN et que le pays possède la deuxième plus grande armée permanente de l'Alliance, après les États-Unis. Cela fait déjà une vingtaine d'années que le pays a développé la puissance de ses drones. D'ailleurs, la technologie de ces engins a reçu la priorité absolue dans le développement de l'industrie de la défense du pays. Ainsi, à l'heure actuelle, elle est l'une des plus grandes puissances dans ce domaine dans la région avec Israël. Ils sont principalement produits par deux entreprises. Il y a la Baykar Defense qui produit les très recherchés drones Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci. Il faut noter que le directeur technique de la société, Selçuk Bayraktar, a des liens familiaux étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont il est le gendre. L'entreprise a déjà produit 4 avions sans pilote différents, dont le TB2, qui est produit en série et est donc relativement bon marché pour être acheté en grande quantité. L'autre grand producteur est Turkish Aerospace Industries, qui construit les drones TAI Anka et TAI Aksungur. Ces drones sont notamment présents en Ukraine. Parmi les plus recherchés, il y a les Bayraktar TB2. Une vingtaine de drones TB2 sont actuellement actifs et l'Ukraine a déjà commandé environ 50 unités supplémentaires. Mais pourquoi ce drone est-il si apprécié ? Eh bien, il avait déjà fait ses preuves dans les conflits en Syrie, en Libye et plus récemment dans le Haut-Karabakh. Ainsi, les drones turcs sont donc presque systématiquement présents dans les régions sous haute tension. Avec une envergure de 12 mètres et un coût d'1 million de dollars, ce drone est équipé d'une caméra électro-optique sophistiquée, d'un système de liaison de données et de 2 à 4 munitions à guidage de précision. Le TB2 est relativement petit. Il ne peut transporter que 150 kg de missiles et il vole à une vitesse de croisière de 130 km/h. De plus, il ne peut pas faire plus de 150 km. On peut aussi noter qu'il peut être équipé de 4 missiles, qui sont envoyés vers leur cible à l'aide de la technologie laser. Depuis son utilisation dans le conflit en Syrie, ces missiles ont démontré leur efficacité à détruire des véhicules. Mais il est surtout demandé car il peut désigner des cibles pour les unités amies et les frapper avec ses propres bombes guidées, ce qui est crucial lorsqu'il est déployé contre des cibles mobiles. Par exemple, dans le cas de l'Ukraine, cela est idéal contre les milices comme dans le Donbass. Cependant, en cas de conflit armé à grande échelle contre la Russie, ces drones se montreraient moins efficaces. Mais l'Ukraine ne sera pas le seul pays à acheter du matériel militaire à la Turquie. En effet, plus de 15 pays ont commandé des drones turcs Bayraktar et TAI. Et sur le marché africain, la Turquie semble même être le principal concurrent des fabricants chinois. Parmi les potentiels acheteurs, il y a par exemple le Maroc, l'Algérie, le Rwanda, le Nigeria ou encore l'Éthiopie. Pourtant, dans de nombreux domaines, le TB2 ne se distingue pas de la concurrence. Ce drone n'appartient même pas à la classe supérieure des drones de combat, où les General Atomics MQ-9 Reaper et Sky Guardian règnent en maître. Mais alors, pourquoi est-il si populaire ? Cela s'explique par le fait que les drones turcs sont bon marché tout en étant performants, en plus d'être de bonne qualité et respectant les standards de l'OTAN. Il ne faut pas oublier que la perte d'un drone est sans comparaison face au crash d'un avion de chasse. Les drones peu chers sont donc privilégiés. Et le drone TB2 coûte seulement environ 10% du prix d'un Reaper, un modèle américain dont il peut être considéré comme un concurrent bon marché. De plus, il faut savoir que la vente du drone permet d'établir des relations militaro-industrielles constantes, ce qui est bénéfique à la Turquie pour étendre son influence militaire, diplomatique et économique dans et autour du pays destinataire. Alors que la Turquie mise sur les drones, l'Iran mise sur les missiles. D'ailleurs, ces dernières années, des experts du Centre d'études de sécurité et défense ont mis en avant que malgré un certain retard dû aux sanctions internationales, l'empêchant en grande partie d'avoir accès à des armes de pointe,
le pays montre des évolutions sur le plan balistique comme nucléaire. Par exemple, l'armée a accumulé un stock de missiles balistiques, conventionnels, de courte et moyenne portée, avec un objectif très simple. Comme elle ne dispose pas de l'arme nucléaire, ces missiles sont utilisés comme force de dissuasion à l'échelle régionale. D'ailleurs, une importante proportion est produite et assemblée localement grâce à un secteur industriel et universitaire de haut niveau. Ainsi, l'Iran dispose d'une variété de missiles balistiques qui ont une portée de 300 à 2000 km. Parmi les missiles iraniens, nous retrouvons les Shahab. Son nom signifie « étoile filante » en persan. Il en existe plusieurs types, dont le Shahab 3 qui a une portée de 1300 à 1500 km et qui est susceptible de porter des têtes nucléaires. Il y a également le Shahab 4 ayant une portée moyenne. Il serait basé sur le missile soviétique SS-4 largement modifié par les technologies iraniennes. Enfin, le Shahab 6 est capable d'embarquer une charge d'1,5 tonne d'explosifs, soit l'équivalent de 6 GBU-12. On peut aussi parler de l'Arabie Saoudite, qui est l'un des plus grands dépensiers en matière d'armement au Moyen-Orient. En 2015, elle a consacré environ 5,2% du total mondial des dépenses militaires. Les Émirats arabes unis et Israël sont également parmi les plus grands dépensiers de la région, avec respectivement 1,4% et 1% du total mondial. Ces pays investissent dans des technologies militaires sophistiquées et à forte valeur ajoutée. D'ailleurs, les importations d'armes au Moyen-Orient représentent environ 25% du total mondial sur la période 2011-2015, avec une augmentation de 65% par rapport à la période 2006-2010. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis absorbent plus de 50% du total des importations d'armes de la région. En Afrique, le réarmement se voit notamment au Maghreb, plus précisément en Algérie et au Maroc. Il faut savoir que la course à l'armement entre le Maroc et l'Algérie a commencé il y a une vingtaine d'années, mais elle a passé un nouveau cap le 10 décembre 2020. En effet, c'est à cette date que Rabat a noué des relations diplomatiques avec Israël et approfondit leur coopération militaire et sécuritaire. Depuis lors, l'Algérie met les bouchées doubles pour concurrencer son voisin sur le plan militaire. Surtout que, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Israël a fourni 11% des armes achetées par le Maroc en 2023. Ainsi, quelques années seulement après la normalisation de ses relations avec le Maroc, Israël s'est déjà hissé à la 3e place de ses principaux fournisseurs d'armes, derrière les États-Unis et la France. De son côté, l'Algérie possède l'une des forces armées les plus puissantes d'Afrique et du monde arabe. En 2023, son budget était de 18,3 milliards de dollars, soit un montant record dépensé par le pays en armement et équipement militaire, soit une augmentation de 76% par rapport à 2022, selon le dernier rapport du Stockholm International Peace Research Institute. Le pays a prévu de consacrer 23,05 milliards d'euros à sa défense en 2025, un budget en augmentation de 10% par rapport à 2024. De son côté, le gouvernement espagnol investira quelques 22,22 milliards d'euros, soit 3,5% de moins que l'Algérie. Pourtant, le PIB de l'Espagne est de 1513 milliards d'euros en 2024 contre 214 milliards d'euros pour l'Algérie. De son côté, le Maroc dispose d'une force militaire bien structurée et équipée, composée de plusieurs branches, chacune contribuant à la défense du royaume. En 2024, le budget était de 19,1 milliards de dollars et l'armée a 300 000 soldats actifs. Elle est donc la 18e plus grande armée au monde. Il faut savoir que le PIB de l'Espagne est 11 fois supérieur à celui du Maroc, qui est de 134 milliards d'euros en 2024. Et pourtant, son voisin du Sud a adopté un budget de 12,383 milliards d'euros pour sa défense en 2025. C'est 825 millions d'euros de plus qu'en 2024, ce qui représente une augmentation de 9% en un an. C'est aussi plus de la moitié de ce que dépense l'Espagne pour sa défense. Cela montre que le Maroc, comme l'Algérie, se réarme massivement. Ainsi, le Maroc consacre 10% de son PIB à ses armées et l'Algérie encore davantage. D'ailleurs, ce dernier est le plus dépensier d'Afrique et aussi celui avec le plus grand déficit budgétaire, avec 21,8% du PIB en 2025
contre environ 3,5% pour le Maroc. Parmi les autres pays africains, l'Égypte, grand importateur d'armes, cherche principalement à moderniser ses forces armées et à maintenir la stabilité régionale. Le Nigeria, quant à lui, investit dans l'armement pour lutter contre les groupes terroristes comme Boko Haram et pour renforcer ses forces de sécurité. Enfin, l'Afrique du Sud possède une industrie de défense bien développée et exporte également des armes vers d'autres pays africains. Enfin, on ne peut pas parler de réarmement mondial sans se pencher vers la Chine. Avec comme objectif de constituer la plus puissante armée du monde pour 2049, date anniversaire du centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, au fil des années, l'Empire du Milieu est devenu une force militaire de premier plan. Air, terre, mer et cyber. Toutes les branches militaires sont en voie de modernisation. Par exemple, sur la seule année 2022, les forces navales chinoises ont admis au service pas moins de 3 croiseurs type 055 de plus de 11 000 tonnes armés de 112 silos verticaux, ainsi que 3 destroyers anti-aériens type 052D MOD de plus de 7 000 tonnes, armés de 64 silos chacun. On peut aussi noter l'arrivée d'un porte-hélicoptère type 075 de 40 000 tonnes et de 3 sous-marins type 039B de la classe Yuan. De plus, la marine chinoise met aujourd'hui en œuvre 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins type 094, ainsi que 6 sous-marins nucléaires d'attaque, 3 types 093 classe Chang et autant de types 093A Chang 2. De plus, les 2 premiers sous-marins nucléaires lance-missiles de croisière type 093B Chang 3 ont été lancés entre mai 2022 et janvier 2023. La Chine est également deuxième fabricant d'armes au monde, derrière les États-Unis et devant la Russie. Elle est également le 5e plus grand pays exportateur d'armes. Alors qu'il y a 10 ans, elle dépendait encore largement des importations de Russie et d'Ukraine pour son armement. Elle est maintenant autonome. À l'heure actuelle, la majorité des armes chinoises vendues chaque année, pour une valeur globale de 70 à 80 milliards de dollars, sont en fait acquises par les différentes branches de l'armée chinoise. On peut aussi parler des investissements militaires de l'Empire du Milieu, qui n'ont jamais été aussi élevés. Le budget militaire de la Chine va augmenter de 7,2% en 2024, un chiffre équivalent à celui de 2023. On peut aussi parler de son arsenal nucléaire qui se développe rapidement. Ainsi, la Chine disposerait de plus de 500 têtes nucléaires opérationnelles en mai 2023. Ce chiffre pourrait atteindre les 1000 d'ici 2030 et 1500 pour 2035. Il a également été mis en avant que Pékin veut achever la construction d'installations de tir de missiles balistiques intercontinentaux. En tout, elle aurait plus de 300 silos. Ces derniers contiendront des missiles DF-41, capables de toucher une cible à plus de 10 000 km, ainsi que des missiles DF-31 AG, possédant une portée de 14 000 km. Ces 2 types d'engins sont équipés d'ogives nucléaires. La vitesse de développement de l'arsenal militaire et nucléaire chinois est donc réellement impressionnante. Parmi ces armes les plus dangereuses, un nouveau missile orbital à capacité nucléaire enfermant un planeur hypersonique qui a été testé durant l'été 2021. Il aurait fait le tour du globe avant de s'écraser en mer de Chine, à une trentaine de kilomètres de sa cible. Ce type d'arme hypersonique a la particularité de voler beaucoup plus près de la Terre, contrairement aux missiles intercontinentaux traditionnels, ce qui les rend plus difficiles à détecter par les radars. On peut aussi parler du Japon. Alors que le pays limitait ses dépenses militaires au seuil symbolique de 1% de son PIB entre 1974 et 2020. Tout a changé avec le conflit en Ukraine. Depuis, le Japon a décidé de porter à 2% de son produit intérieur brut le budget de la défense d'ici 2027. Ces 2% sont sur le modèle de la cible financière que se sont fixés les pays de l'OTAN. Lors du vote du budget 2024, la Chambre des conseillers a validé une enveloppe de 112 billions de yens, soit plus ou moins 738 milliards de dollars, dont 51 milliards seront consacrés à la défense, un record. Ainsi, le pays se place 3e au rang des dépenses militaires les plus élevées, derrière les États-Unis et la Chine. Le Japon explique vouloir se mettre en garde contre les pressions de la Chine. D'ailleurs, déjà en 2021, quelques mois après son élection,
le nouveau Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a annoncé vouloir augmenter le budget de la défense à 68 milliards de dollars d'ici 2027. En effet, il est promis que celui-ci sera doublé d'ici 5 ans. L'objectif est d'avoir toutes les capacités nécessaires pour une contre-attaque. Cela passe notamment par l'achat de missiles à longue portée capables de frapper des navires de guerre et des cibles, telles que la Chine et la Corée du Nord. Enfin, Taïwan est actuellement engagé dans un processus de réarmement significatif, motivé par la montée des tensions avec la Chine et la nécessité de renforcer sa défense face à des menaces croissantes. Ce réarmement s'inscrit dans une stratégie visant à moderniser ses capacités militaires et à garantir sa souveraineté. Ainsi, l'île a augmenté son budget de défense, qui représente désormais environ 2,5% de son PIB, et a investi dans des programmes de formation militaire pour ses forces armées. Le réarmement mondial ne fait donc désormais plus de doute. Les grandes puissances se préparent activement à des conflits futurs, et les États cherchent à renforcer leur position sur l'échiquier international, que ce soit en Europe, en Asie ou encore en Afrique. Si ce phénomène peut être interprété comme une simple course à la dissuasion, il n'en demeure pas moins dangereux, car il alimente la méfiance et le risque d'escalade, surtout avec des conflits et des tensions comme en Ukraine, Taïwan ou encore l'Iran. L'histoire nous a déjà prouvé que l'accumulation des armes ne garantit pas la paix, bien au contraire. Dès lors, la question cruciale reste de savoir si ce réarmement massif conduira à une nouvelle guerre froide ou à des affrontements bien plus directs.